Nous poursuivons notre étude de cas sur les montres. Il s'agit d'affiner la modélisation des différents mécanismes impliqués en incorporant notamment la notion d'interface. Pour rappel, dans les séquences précédentes, le cœur d'une montre était modélisé comme étant un mécanisme pouvant se décliner sous différentes formes. On pouvait avoir soit un mécanisme analogique, un mécanisme digital ou encore un mécanisme double. Ces trois types de mécanismes héritaient tous de mécanismes. Cette première hiérarchie n'est cependant pas tout à fait conforme à nos souhaits concernant la modélisation des mécanismes doubles. Nous souhaitions en effet qu'un mécanisme double puisse avoir à la fois des caractéristiques des mécanismes analogiques et des caractéristiques des mécanismes digitaux. Idéalement, un mécanisme double devrait pouvoir hériter de la classe mécanisme digital ainsi que de la classe mécanisme analogique. Malheureusement, l'héritage multiple n'existe pas en Java. Supposons par exemple que dans la classe analogique, nous ayons un attribut spécifique au mécanisme analogique qui serait la date affichée par le mécanisme et que dans le cas du mécanisme digital, nous ayons un autre attribut qui serait un réveil assorti au mécanisme digital. Alors maintenir ce lien d'héritage impliquerait une duplication des deux attributs dans mécanisme double, puisqu'on voudrait effectivement qu'un mécanisme double ait les caractéristiques des deux classes en question, c'est-à-dire dispose d'un réveil et dispose d'une date. Nous nous trouverions donc ici dans cette situation. Et il en serait de même pour toutes les méthodes spécifiques aux mécanismes analogiques et aux mécanismes digitaux qu'il faudrait reprendre dans leur intégralité dans les mécanismes doubles. On peut donc prendre le parti de considérer que, par exemple, un mécanisme double est un mécanisme analogique auquel se grefferaient des caractéristiques du mécanisme digital. Si l'on prend ce point de vue, on permet à l'héritage d'alléger les duplications induites par la conception initiale. Nous aboutissons donc à ce stade à une hiérarchie qui ressemble à ceci. Donc les mécanismes doubles héritent des mécanismes analogiques. Il n'existe pas pour l'instant de lien direct entre les mécanismes doubles et les mécanismes digitaux. Nous allons y remédier un peu plus tard. Tous les attributs spécifiques aux mécanismes analogiques et toutes les méthodes sont donc hérités par la classe mécanisme double qui n'a pas besoin de les dupliquer. En revanche, comme on ne peut pas hériter de la classe mécanisme digital, les caractéristiques du mécanisme digital que l'on voudrait voir reproduites dans les mécanismes doubles doivent être dupliquées. Le code Java qui correspond à cette première révision de la hiérarchie est donc le suivant. Nous avons donc une superclasse mécanisme qui dérive de produit, qui dispose de deux sous-classes directes, la classe mécanisme analogique et la classe mécanisme digital. On suppose donc ici que nos classes mécanisme analogique et mécanisme digital ont des attributs spécifiques, une date pour les mécanismes analogiques, un réveil pour les mécanismes digitaux. Et nous prenons donc le parti de considérer qu'un mécanisme double est avant tout un mécanisme analogique auquel on ajoute des caractéristiques du mécanisme digital. Donc ici, le lien éteint, le lien d'héritage est établi entre mécanisme double et mécanisme analogique, et nous greffons à la classe mécanisme double des éléments qui sont caractéristiques du mécanisme digital. Donc ici, une duplication incontournable de l'attribut réveil. Intéressons-nous maintenant à la construction des mécanismes. La mise en œuvre de constructeurs dans une hiérarchie de classes obéit à certaines règles que nous allons revoir maintenant. Commençons donc par fixer la construction des mécanismes. Jusqu'ici, nous n'avions qu'un constructeur par défaut. Affinons un petit peu la description de ce constructeur. Sachant qu'un mécanisme est un produit, donc hérite de la classe produit, il doit initialiser la valeur de base du produit hérité de produit et doit initialiser son attribut propre, à savoir l'heure. On peut donc naturellement pour la classe mécanisme penser à un constructeur qui aurait cette allure. Donc il prendrait en paramètre une valeur permettant d'initialiser l'attribut hérité de produit et prendrait en paramètre une seconde valeur permettant d'initialiser son attribut spécifique. Le constructeur de la classe mécanisme doit impérativement invoquer le constructeur de la superclasse produit au travers de cette tournure. Si l'on veut à la construction attribuer une valeur par défaut à l'attribut heure, alors on procédera comme nous l'avons déjà fait précédemment pour la classe produit, en surchargeant le constructeur, c'est-à-dire que nous définirions un second constructeur qui ne prendrait pas de paramètres pour l'heure du mécanisme, mais qui initialiserait cet attribut au moyen d'une valeur spécifique. Passons maintenant au constructeur des sous-classes. Tout d'abord, celui de la sous-classe mécanisme analogique, par exemple, qui hérite directement de la classe mécanisme.
Ce constructeur prendra en paramètre des valeurs lui permettant d'initialiser l'ensemble de ses attributs, ceux hérités de plus haut et ceux qui lui sont spécifiques. Le constructeur de la sous-classe mécanisme analogique doit donc invoquer également le constructeur de la superclasse mécanisme, toujours par la même tournure. Et le constructeur de la classe mécanisme digital se rédige de façon tout à fait analogue. Un constructeur possible pour la classe mécanisme double est un constructeur permettant d'initialiser l'ensemble de ses attributs, ceux qui lui sont spécifiques, comme ici le réveil, comme ceux qui sont hérités de plus haut. On va hériter de plus haut plusieurs attributs, la date du mécanisme analogique, l'heure du mécanisme et la valeur de base du produit. Ce constructeur de mécanisme double appellera donc le constructeur de la superclasse pour initialiser les attributs hérités de plus haut et initialisera son attribut propre. Intéressons-nous maintenant à la gestion des valeurs par défaut par les constructeurs. Rappelez-vous que lorsque nous avons défini les constructeurs de la classe mécanisme, nous avions donné la possibilité de construire un mécanisme sans fournir d'heure, auquel cas l'heure aurait une valeur par défaut. Et nous nous posons maintenant la question de savoir comment les constructeurs des sous-classes peuvent préserver cette valeur par défaut. On souhaiterait donc pouvoir, par exemple, construire un mécanisme double sans fournir d'heure, et à ce moment-là, on voudrait que son attribut heure ait la même valeur par défaut que celle qui est prévue pour les mécanismes tout court, et l'on veut bien sûr garder la possibilité d'initialiser son attribut spécifique. La solution passe à nouveau par la surcharge. On surchargerait le constructeur de la classe mécanisme double de sorte à ce qu'il puisse fonctionner sans avoir de valeur pour son attribut heure. Il appellerait alors un constructeur de la superclasse programmé sur le même principe, c'est-à-dire un constructeur qui n'aurait pas besoin d'une heure comme paramètre. Ceci veut dire que dans la superclasse mécanisme analogique, il existe un constructeur qui se passe d'un paramètre pour l'heure, et sauriez-vous dire quelle va être la première instruction de ce constructeur? Le constructeur de mécanisme analogique va en effet invoquer ce constructeur de la superclasse mécanisme, lequel va initialiser proprement l'heure par défaut. Pour terminer notre discussion sur la construction à cette étape, rappelons que la classe montre disposait d'un attribut cœur de type mécanisme. Le constructeur que nous avions jusqu'ici était un constructeur par défaut qui se contentait simplement d'initialiser le tableau d'accessoires comme un tableau vide. On peut maintenant prévoir donc un constructeur un petit peu plus complet qui prendrait en paramètre un mécanisme qui servirait à initialiser le cœur. Cette façon de procéder à l'initialisation du cœur au moyen de la référence à un objet passé en paramètre au constructeur n'est pas totalement satisfaisante. Nous allons y revenir dans une séquence suivante lorsque nous aborderons la copie profonde. Nous en avons fini maintenant avec la construction des mécanismes, passons à leur affichage. Supposons que pour réaliser ces affichages, nous souhaitions que tous les mécanismes s'affichent suivant exactement le même schéma, un schéma imposé et non modifiable. Ce schéma serait par exemple d'afficher systématiquement le type du mécanisme, suivi d'un affichage du cadran, lequel contiendrait l'heure et le cas échéant la date, l'heure du réveil, et puis suivi du prix par exemple. Mais nous souhaitons aussi que chacune de ces parties, chacune des parties de ce schéma soit adaptable. Ce que l'on entend par partie serait typiquement la partie qui affiche le type du mécanisme, la partie qui affiche le cadran. Cette description sous-entend qu'il existe une méthode d'affichage générale pour tous les mécanismes qui suit un schéma précis, mais que cette méthode fait appel elle-même à d'autres méthodes qui, elles, pourraient avoir un comportement adaptable, donc un aspect polymorphique. L'idée est donc de permettre à ces méthodes d'avoir un comportement spécifique en fonction des sous-classes, c'est-à-dire que par exemple, on aurait une méthode d'affichage du type de mécanisme spécifique à chaque sous-classe. De même, on aurait une méthode d'affichage du cadran spécifique à chaque sous-classe et que grâce au polymorphisme, elle puisse s'adapter automatiquement à la nature réelle des objets auxquels elle s'applique. Le fait que le même schéma de base soit imposé à tous pour les mécanismes sous-entend qu'une fois cette méthode adhérant à ce schéma fixé, il ne faut plus qu'elle soit modifiée, ce qui devrait nous faire penser à des méthodes finales. Nous voulons également faire en sorte qu'il existe une version utilisable dans les sous-classes de l'affichage du cadran. Donc cette méthode devrait avoir une définition par défaut, typiquement tout en haut de la hiérarchie, dans la classe mécanisme. Cette version par défaut pourrait par exemple simplement afficher l'heure et être utilisée dans les sous-classes pour justement afficher l'heure et éventuellement d'autres informations.
Donc ici, nous nous dirigeons vers une méthode qui serait pour l'affichage du cadran donc polymorphique, mais qui aurait une définition par défaut dans la superclasse. Par contre, pour l'affichage du type de mécanisme, nous voulons impérativement en imposer la redéfinition dans les sous-classes, ce qui naturellement devrait nous faire penser ici aux méthodes abstraites. Voici comment on pourrait traduire ces contraintes en code Java. Notre superclasse mécanisme offre une méthode d'affichage polymorphique qui redéfinit célérité de produit, laquelle affichait le prix. Notre superclasse mécanisme offre donc une méthode d'affichage qui obéit à un schéma précis, lequel affichera le type, le cadran et le prix par le biais de la méthode héritée de produit. Pour faire en sorte que ce schéma soit fixé une fois pour toutes et ne soit pas redéfinissable dans une sous-classe de la hiérarchie, nous marquons la méthode comme étant finale. Les sous-classes de mécanismes n'auront donc plus la possibilité de redéfinir la méthode toString et les déclarer comme finale. En revanche, elles auront tout à fait le loisir de redéfinir des parties de ce schéma. Donc par exemple, l'affichage du cadran ou l'affichage du type sont elles-mêmes des méthodes polymorphiques qui pourront s'adapter au type des mécanismes auxquels elles s'appliquent. La méthode permettant d'afficher le cadran, conformément au souhait qui était formulé tout à l'heure, a une définition par défaut dans la classe mécanisme. Elle permet à ce moment-là juste d'afficher l'heure. Nous avons décidé de la déclarer en protégée pour permettre aux sous-classes d'utiliser cette méthode de la superclasse. Il n'y a pas de risque ici au niveau de l'encapsulation car la méthode toString cadran permettant de générer une représentation du cadran ne modifie pas, n'altère pas des détails internes du mécanisme. On considère par contre que la méthode permettant d'afficher le type du mécanisme n'est pas vraiment définissable à ce stade de la hiérarchie. Il s'agit donc d'une méthode qui va être définie comme étant abstraite. Le fait de déclarer cette méthode abstraite va en imposer la définition concrète dans toutes les sous-classes de mécanismes qu'on souhaite pouvoir instancier plus tard. Toute sous-classe de la classe mécanisme que l'on souhaite pouvoir instancier, comme ici par exemple la sous-classe mécanisme digital, devra impérativement donner une définition concrète de la méthode permettant d'afficher le type, ce qui est le cas ici. La sous-classe mécanisme digital peut bien évidemment aussi redéfinir la méthode permettant l'affichage du cadran et elle peut redéfinir cette méthode en utilisant la méthode héritée de plus haut, c'est-à-dire celle permettant d'afficher l'heure. Donc ici, l'affichage du cadran d'un mécanisme digital affichera l'heure ainsi que le réveil. L'affichage du réveil se fait aussi par le biais d'une méthode, mais cette fois cette méthode est spécifique à la classe mécanisme digital. Elle affiche simplement le libellé réveil suivi de l'heure du réveil. La classe mécanisme double, si on veut pouvoir l'instancier, ce qui est le cas, doit donc elle aussi impérativement redéfinir la méthode permettant l'affichage du type. Puisqu'elle dispose d'un réveil dont on veut probablement aussi vouloir afficher la valeur, il faut qu'on définisse également la méthode permettant d'afficher l'heure du réveil, de la même manière qu'on l'a fait pour les mécanismes digitaux. Et on peut imaginer de redéfinir la méthode permettant l'affichage du cadran, permettant donc d'afficher les informations du cadran héritées de mécanismes analogiques, c'est-à-dire ici concrètement l'heure et la date, et l'on afficherait ensuite les informations relatives au réveil par le biais de cette méthode spécifique. On voit donc ici qu'aussi bien la classe mécanisme double que la classe mécanisme digital contiennent une méthode permettant d'afficher les informations relatives au réveil et le font de façon tout à fait analogue. Cependant, il n'existe aucun lien entre les deux. Il serait donc bien ici d'expliciter le lien entre les mécanismes ayant un comportement digital, c'est-à-dire mécanisme double et mécanisme digital dans notre cas, et d'imposer aux mécanismes qui ont aussi un comportement digital d'implémenter les méthodes communes, comme par exemple la méthode toString réveil permettant d'afficher les informations relatives au réveil. Et ceci nous conduit à une nouvelle révision de notre hiérarchie de classe. Nous pouvons établir le lien entre les mécanismes digitaux et les mécanismes doubles par le biais d'une interface, laquelle imposerait aux sous-classes qui l'implémentent d'implémenter la méthode permettant d'afficher les informations relatives au réveil. Nous pouvons donc introduire l'interface réveil digital et imposer le fait que toutes les classes qui implémentent réveil digital fournissent une méthode permettant d'afficher les informations relatives au réveil. Notre classe mécanisme digital implémenterait cette interface
Il en sera de même pour la classe mécanisme double, et ces deux classes, si on veut pouvoir les instancier, doivent impérativement fournir une implémentation concrète de la même méthode, la méthode permettant d'afficher les informations relatives au réveil. Dans cette conception, la classe mécanisme double est avant tout un mécanisme analogique qui contient un certain nombre d'éléments propres aux mécanismes digitaux, que l'on retrouve d'ailleurs dans la classe mécanisme digital, mais elle est tenue d'implémenter ces éléments propres aux mécanismes digitaux du fait qu'elle implémente l'interface réveil digital. Vous noterez ici que le fait d'avoir introduit une interface rend la modélisation plus claire, plus évidente, mais ne nous épargne pas des duplications de code liées à l'absence d'héritage multiple à proprement parler en Java. Si ces duplications de code devaient être trop nombreuses, il est clair que la modélisation proposée sur la base de l'héritage devrait être discutée pour probablement se diriger vers une modélisation utilisant l'encapsulation. Par exemple, on pourrait imaginer l'introduction d'une classe fonctionnalité digitale regroupant les éléments communs aux fonctionnalités digitales justement et dont chacune des classes mécanisme digital et mécanisme double aurait une instance en guise d'attribut par exemple. Si vous avez été attentif à l'évolution du code dans les transparents qui ont précédé, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a eu une modification des droits d'accès de la méthode toStringReveil. Sauriez-vous dire pourquoi ? Voilà, nous en avons terminé avec la modélisation de notre hiérarchie de classes. Comme nous en avons désormais l'habitude, voici un petit programme principal permettant de tester les derniers développements. Ces lignes de code permettront de tester nos différents constructeurs dans les sous-classes, y compris ceux qui gèrent les valeurs par défaut non fournies. Ce constructeur construit un mécanisme analogique ayant pour valeur de base 312, ayant comme heure la valeur par défaut, c'est-à-dire 12.0, et ayant ceci comme date. Et cet appel construit un mécanisme double ayant pour valeur de base 543, ayant cette fois une heure explicite d'initialisation 8h20, une date, puisqu'il s'agit d'un mécanisme double, il hérite du mécanisme analogique et donc à une date, et d'une heure de réveil. Les lignes suivantes permettront de vérifier que les méthodes toString programmées aux différents niveaux ont correctement été codées. Nous pouvons désormais construire une montre dotée d'un cœur qui correspond à un mécanisme précis et nous pouvons, comme nous le faisions précédemment, ajouter des accessoires à cette montre. Nous pouvons compléter la méthode d'affichage en permettant d'afficher aussi son cœur, puisque désormais nous disposons de méthodes d'affichage pour les mécanismes, et ceci nous permettra d'afficher une montre au complet. Le code de cette partie peut être téléchargé sur le site du cours. Et ceci conclut cette séquence sur la modélisation des mécanismes.